Ce sont les pêcheurs au filet fixe qui notent les premiers la catastrophe. Les autres continuent à suivre le poisson et se disent encore que tout est normal. Seulement, qu'est-ce qu'on peut appeler normalité? Tenez, prenons cette ville. Plus normal que cette ville, tu meurs. C'est le train-train quotidien. D'un autre côté, il suffit de remonter à 2 générations pour voir que les choses étaient différentes. Il n'y a d'ailleurs pas toujours eu de ville ici. Et ça n'étonnera personne. Ici, en revanche, rien ne semble avoir changé depuis des millions d'années. Tout est resté rigoureusement pareil. Mais est-ce que vous êtes venu pêcher ici ces temps-ci? Faites une croix dessus. Alors, regardons à présent ce qui était normal autrefois. Tenez, le Danemark, année 1600. C'était le bon temps, je vous assure. Permettez. Tout à fait normal. Autrefois. Ce qui se passe à l'échelle d'une vie humaine, ce que nous apprenons au cours de notre vie, c'est à nos yeux ce qu'est la normalité. Parce que si nous avions connu les mers pleines comme celle-ci, les poissons qui ont disparu progressivement nous manqueraient. Et pour nos enfants, cette normalité sera encore tout autre chose. Ils seront confrontés aux océans vides. Et les dernières ressources sont âprement disputées. L'île de Sainte-Lucie dans les Antilles nous livre déjà un avant-goût de ce qui nous attend. Plongeurs, pêcheurs, touristes, tous sont des usagers des récifs coralliens et empiètent sur les territoires des uns et des autres. Au milieu des années 90, le conflit s'envenime. Le plus souvent, les pêcheurs rentrent avec leur casier vide. Ils ne peuvent plus nourrir leur famille. La pêche traditionnelle vit ses dernières heures. Et chacun se renvoie la faute. Les pêcheurs accusent les plongeurs de faire fuir les poissons, et les deux catégories se plaignent de l'essor du tourisme balnéaire. Les fonds, jadis si colorés, se muent en un désert sans vie. Le récif est à l'agonie. Le biologiste britannique Callum Roberts a étudié le cas de Sainte-Lucie pendant plusieurs années. Quand je suis venu à Sainte-Lucie pour la première fois en 1994, j'ai été étonné par les poissons que j'ai vus. Pas parce qu'ils étaient nombreux, au contraire, ils étaient rares et minuscules. Cet endroit a gravement pâti de la surpêche et ça se voit. Les pêcheurs peuvent travailler toute une journée et après avoir relevé tout leur casier, ne récolter qu'une poignée de poissons. La situation continuant de se détériorer, on décide de s'asseoir autour d'une table et de mettre au point un plan équitable pour chacune des parties. La plongée est dorénavant autorisée dans certains secteurs où la pêche est interdite. En contrepartie, les plongeurs doivent éviter les zones de pêche autorisées. Un tiers du récif est intégralement protégé. Malgré ces efforts, la situation des pêcheurs ne s'améliore pas. Ils sont toujours obligés de partir en mer et reviennent souvent bredouilles. Ils se sentent lésés et vivent mal la présence de réserves. La méfiance est à son comble et les différentes parties s'affrontent violemment. Mais malgré les divergences de vues, ils respectent le plan d'origine et les interdictions de pêcher. Et sont enfin récompensés. Les zones protégées ont accompli un prodige. Les stocks de poissons se sont reconstitués. Les comptages annuels effectués par Callum Roberts depuis le milieu des années 1990 confortent le choix de cette stratégie. En seulement 7 ans, le nombre de poissons dans les réserves a été multiplié par 5. Bien que les pêcheurs aient dû céder un tiers de leur territoire de pêche, ils ressortent gagnants, car le trop-plein provenant des zones protégées a, dans le même intervalle, fait tripler les stocks dans les eaux pêchées. Des études dans d'autres régions confirment ces résultats. Les parcs nationaux marins profitent à la faune marine,
mais également à leurs principaux détracteurs, les pêcheurs. L'expérience de Sainte-Lucie a été ensuite transposée ailleurs avec un grand succès. L'organisation Conservation Internationale, par exemple, achète des zones marines exploitables qu'elle restitue aux pêcheurs, mais sous conditions. Au début, tout le monde n'arrête pas de râler. Mais une fois les concepts mis en pratique, ça fait rapidement boule de neige. Et au bout du compte, on va faire la même chose en Europe. Ce qu'il faut, c'est prendre conscience que la mer n'est pas un frigo dans lequel on peut se servir comme bon nous semble, et encore moins une poubelle dans laquelle on peut balancer nos déchets. Ce qu'il faut, c'est fonder des parcs nationaux marins. Aujourd'hui, seuls 0,5% des océans sont protégés de cette façon. 0,5%. Il est grand temps que ça évolue. On se retrouve la semaine prochaine. Là, habillez-vous chaudement.